Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Que vous vous demandiez si Evander va faire oublier Lucho Acosta à Cincinnati ou si Lucho Acosta va justement ramener Dallas au top de la conférence Ouest ou juste curieux de plonger dans l'univers unique du soccer nord-américain, vous êtes au bon endroit. Alors, attachez vos crampons et préparez-vous pour un voyage au cœur de la Major League Soccer. Let's go! We do it for fun. We just do it for fun. Dirty ENT. We do it for fun. Bad boy. Nelly, Diddy, Murphy, Lee. This is history, baby. We do it for fun. Stack them bucks. Come on now, and the bad play it on. I see you coolers. Bad boys too. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de MLS Time. On est maintenant à 8 jours. Aujourd'hui j'enregistre le vendredi 14 février et dans un tout petit peu plus d'une semaine, c'est le retour enfin de la Major League Soccer. Les équipes sont quasiment toutes prêtes, les préparations touchent à leur fin, la CONCACAF Champions Cup démarre cette semaine. Bref, gros programme, du mercato et surtout, à ne pas louper, les 2 épisodes que j'enregistre demain avec Nico, alias 8 de pique sur Twitter, qui nous a préparé toutes les compositions de chaque équipe et on va prendre du temps demain pour vous les présenter une par une en vous indiquant quels sont les joueurs à suivre, les jeunes joueurs, les top players et on vous donnera également notre avis si oui ou non ce sera les playoffs pour ces équipes ou si ça va être très compliqué pour elles car il y a des équipes qui me semblent mieux armées que d'autres mais tout ça ce sera demain. Aujourd'hui, quelques petites informations qui sont tombées et qui sont assez intéressantes. Et puis après, un gros programme donc sur le mercato, comme je vous le disais, puisque à une semaine, c'est beaucoup des ajustements. Les rosters sont plutôt prêts. Donc voilà, sans plus attendre, on y va tout de suite sur les infos de la semaine. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Les infos de la semaine, comme je vous le disais, on a eu cette info sur le Sunday Night Soccer dont je vous parlais. Alors il y aura un MLS Countdown qui sera 1 heure avant le match et on aura les matchs donc à 18 h heure américaine, c'est-à-dire que si c'est à l'Est, ce sera, j'en déduis, minuit en France et 3 heures du matin si c'est à l'Ouest. Voilà, donc minuit pour la conférence Est et 3 heures pour la conférence Ouest, parce qu'on rappelle qu'il y a 3 heures de décalage horaire entre l'Est et l'Ouest. C'est aussi pour ça que vous avez un décalage lors des matchs entre ces deux conférences d'à peu près 1 heure. Une autre information qui nous est parvenue des gars de Territorio MLS, et c'est Christian Moraes qui disait qu'il y avait plus de 20 joueurs qui évoluent en MLS qui ont été recrutés dans des clubs brésiliens au cours de l'année 2024. Vous voyez, je vous expliquais, je vous faisais la petite comparaison dans les épisodes précédents entre la MLS et la Liga MX, mais à ça, il faut ajouter aussi le Brésil. Et on rappelle qu'il y a eu 15 mouvements donc de joueurs de MLS partis en Liga MX. Donc vous voyez, c'est pratiquement 40 joueurs de MLS qui sont partis au cours de l'année sur les championnats proches de la MLS et c'est des salaires plus intéressants que propose le Brésil et la Liga MX. Voilà, mais bon, sportivement, je pense qu'aujourd'hui la MLS s'en rapproche très fortement. Et justement, elle s'en rapproche très fortement et on va pouvoir avoir quelques indications à ce sujet puisque, je vous le disais en introduction, c'est le retour de la Ligue des champions de la CONCACAF, donc la CONCACAF Champions Cup. Alors elle a déjà commencé depuis une semaine, mais c'est la semaine qui arrive, donc il y a les clubs de MLS qui vont entrer, avec des clubs comme LAFC qui va jouer face aux Rapids, Inter Miami SKC, on a quoi d'autre? On a également Seattle qui va rentrer, Cincinnati, Salt Lake, donc voilà, des matchs qui vont avoir lieu cette semaine. On rappelle que la finale aura lieu le 1er juin. Les équipes s'affrontent sur un match aller-retour. Et en CONCACAF, la règle du but à l'extérieur est toujours en vigueur. Donc ça a son importance quand même. Dernière information assez intéressante et qui a son importance, c'est Marco Reus qui a été interviewé cette semaine. Alors comme vous le savez, depuis que LA Galaxy a gagné la MLS Cup et ils ont perdu Gaston Brugman qui est parti du côté de Nashville, Jalen Neal du côté de Montréal, Marco Delgado qui est parti du côté de LAFC et Dejan Joveljic qui est parti à SKC. Reus, il a clairement déclaré, et je cite, « Quand tu es champion, l'année suivante, tu as un budget plus réduit dans la ligue. Ça veut dire que tu ne peux plus acheter de bons joueurs, même si tu en perds 2 ou 3, a-t-il expliqué. Et il poursuit en disant « Je ne comprends pas vraiment les règles. Nous sommes champions, mais personne ne s'en soucie. »
Est-ce que l'on va défendre notre titre? Je l'espère. Ce sera difficile, on a perdu trop de bons joueurs. Notre manager général doit donc embaucher de grands joueurs. Je ne veux pas être dernier cette saison. Donc clairement, Marco Reus n'est pas content. Et ça peut se comprendre, hein, puisque les Galaxy a déjà Ricky Puig qui est blessé, et plus ces 4 joueurs majeurs qui partent. Ils les ont remplacés avec des joueurs comme Sanabria. On a appris aussi cette semaine que Joseph Pencil, leur ailier gauche, s'est blessé pour environ 6 semaines. Et ça a été appuyé par Dejan Joveljic, justement, qui est parti à SKC pour un transfert en cash, on le rappelle. Il a dit que ce n'était pas facile pour lui, qu'il pensait rester plus longtemps à LA, et il finit par dire « Vous connaissez les règles de la MLS, mais j'espère qu'un jour elles changeront et que cette ligue grandira. Je pense que ça arrivera, mais quand, je ne sais pas. » Voilà, clairement, on a 2 joueurs qui ont joué en Europe, qui sont arrivés en MLS et qui de plus en plus appuient, mais c'est pas les seuls, hein, on le voit toutes les semaines, que ce soit à Miami, que ce soit un peu partout. Clairement, on a toutes les semaines des joueurs, anciens joueurs européens, qui ne comprennent pas le système et pourquoi c'est un système fermé. Bon, c'est le charme de la MLS, on le rappelle. J'en parle régulièrement en ce moment parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui se plaignent et de directeur général. J'espère qu'à terme, vraiment, ça changera parce que ça permettra encore plus de garder les joueurs. Je reviendrai après pour le cash for player trade. C'est déjà un premier pas, j'étais assez sceptique, mais bon, je l'aborderai pendant le mercato. Et justement, on va attaquer tout de suite le mercato de la semaine puisqu'il y a eu des dominos qui sont tombés. Je vous en parlais la semaine dernière, Evander, Pereira da Costa, Lucho Acosta, tout est réglé. Et on attaque tout de suite sur le mercato. Il fallait le départ de Lucho Acosta pour tout déclencher, donc on va reprendre dans l'ordre. Portland avait un accord scellé en début de semaine avec David Pereira da Costa, le joueur de Lens, donc pour 7 millions de dollars. Il a depuis rejoint donc Portland à Coachella, il a déjà passé sa visite médicale, il est apte à jouer. Et clairement, pour que le transfert de Evander, qui n'est toujours pas officialisé à l'heure actuelle, même si tout est bouclé, on nous l'a confirmé, il fallait clairement le départ de Lucho Acosta. Et on a reçu donc dans la semaine l'information comme quoi Lucho Acosta allait rejoindre Dallas qui était face à San José dans les prétendants, mais c'est bien Dallas qui va le signer. Ce qui a donc permis à Cincinnati de signer Evander pour un transfert en cash de 12 millions de dollars sans les bonus. Donc Cincinnati, ils ont vendu Lucho Acosta du côté de Dallas pour 5 millions de dollars avec 1 million de dollars de bonus. Certains me demandent, mais comment ça se fait que Evander coûte si cher et Lucho Acosta moitié moins? Evander a 26 ans, Lucho Acosta a 30 ans. Je pense que tout simplement, c'est l'âge qui a parlé et clairement le potentiel talent, puisqu'Evander est quand même encore, pour moi, vendable en Europe. Si un jour il souhaite y retourner, à l'inverse de Lucho Acosta, où ce serait très très compliqué. Je pense que le joueur n'a même plus envie de retourner en Europe. On ajoute à ça que Cincinnati a signé le joueur de Middlesbrough, le latéral gauche Lucas Engel. Donc il arrive en prêt, il a déjà fait quelques matchs en pré-saison, il a déjà rejoint l'équipe. Et on a eu plus d'informations également du côté de Cincinnati sur le cas de Lucas Orellano. Vous saviez qu'il y avait quelques petits soucis contractuels qu'il avait évoqués. J'ai lu un article comme quoi Vasco, donc son ancien club, ils n'ont pas payé la majeure partie de son salaire l'année dernière, puisqu'il était en prêt, si vous voulez, à Cincinnati et ils avaient en charge son salaire. Mais eux prétendent qu'ils lui doivent rien et que ses représentants, donc ses agents, ont foiré le contrat, clairement. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent, Vasco. Donc il y a eu ces petits problèmes, je ne sais pas encore si c'est réglé, mais c'est ce qui bloquait un petit peu Lucas Orellano. Je pense que voilà, Cincinnati a aussi merdé de son côté et c'est ce qui a bloqué un petit peu le retour de Lucas Orellano. Et aussi le fait qu'il voulait tenter de voir s'il pouvait partir ailleurs. Donc justement, je vous en parlais, le cash for player trade. Alors j'étais très sceptique, mais il y a vraiment un point qui me plaît, qui fait que je pense que ça va fonctionner. Je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est les 10% que récupèrent les joueurs lorsqu'ils sont transférés. Là, Lucho Acosta, clairement, Dallas va payer 5 millions à Cincinnati pour le recruter. Enfin, ils ont payé 5 millions. Et Lucho Acosta, donc 10%, il récupère 500 000 dollars. Ce qui est pas négligeable, vous le savez, en MLS. Mais le gros pactole, c'est Evander. Evander qui va à Cincinnati. Cincinnati, ils mettent 12 millions, hors bonus. Ce qui fait qu'Evander, il va récupérer 1,2 million juste sur le transfert. Donc, vous voyez,
Il y avait, Jérém, un collègue sur X qui suit le Brésil, il disait que même avec ça, les clubs brésiliens peuvent pas forcément s'aligner et en effet, ouais, c'est assez balèze. Vous imaginez juste sur le transfert, vous récupérez 10. Donc je pense que clairement, c'est une strat qui va faire, que, bah, il y aura plus de transferts intra-MLS. C'est un début, au fait de fidéliser les joueurs. Affaire à suivre, mais j'en reviens, j'étais très sceptique, je vous disais que ça allait pas changer grand-chose. Bah si, quand même, puisqu'en plus on voit même que, bah, McGlynn, il y a eu une confirmation comme quoi Houston avait fait une plus grosse offre que des clubs européens. Donc McGlynn, bah, au final, il savait qu'il allait récupérer 10. Et je pense que ça permet justement à ce que toutes les parties soient gagnantes. Lucho Acosta, donc, qui est parti du côté de Dallas, et Dallas a été assez actif puisqu'ils ont également recruté un défenseur. Vous m'excuserez si je le prononce mal. C'est Ozaz Urojid, le défenseur d'Amiens qui signe pour 4 ans jusqu'en 2028 avec une option pour 2029. Un défenseur central, et ils en ont également signé un autre défenseur central qui arrive de Portimonense au Portugal, qui est Alvaro Augusto. Alors lui, c'est un contrat de 3 ans jusqu'en 2027, mais il a deux options pour 2028-2029. Augusto, je connais pas du tout, c'est un joueur assez jeune. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dallas a envie de se reconstruire. Lucho Acosta, ces deux joueurs-là, vu qu'ils avaient perdu Tafari en défense, donc ils reconstruisent la défense. Et André Zanota, donc le directeur sportif, voilà, de Dallas, a affirmé qu'ils n'avaient pas terminé leur mercato. Donc je pense que Dallas va vouloir revenir au premier plan sur la conférence Ouest. C'est plutôt intéressant, hein. Moi j'ai hâte de voir. Alors j'ai posé un petit sondage cette semaine concernant qui sera le meilleur duo, Evander avec Kevin Denki ou Lucho Acosta avec Petar Musa. Il y a eu 75% en faveur de Evander Denki. C'est vrai qu'alors Denki va être entouré, il y aura également Luca Orellano. Donc c'est vraiment un très gros trio. Mais je pense qu'on sous-estime Petar Musa. Donc il y a vraiment des clubs européens intéressés tels que le Milan AC, on l'a vu, et des clubs de première ligue. Je pense que Petar Musa, il peut taper les 20-25 buts cette saison sans problème s'il est bien servi par Lucho Acosta. Donc à suivre, je pense que Denki va clairement postuler pour le titre de meilleur buteur cette saison en MLS. Comme je l'ai dit hier, je pense que Messi sera intouchable s'il n'est pas blessé, ça peut taper les 40 buts faciles. Il y aura pour moi également Benteke dans la bagarre, car Benteke, il a également l'avantage avec Messi de tirer les pénaltys, à l'inverse d'un joueur comme Denki. Et je pense que Petar Musa figure parmi les meilleurs attaquants, clairement les meilleurs numéro 9 en tout cas de la MLS. On arrive à LA Galaxy, donc ils ont signé en prêt donc le jeune brésilien attaquant dont je vous parlais la semaine dernière, Matheus Nascimento. Donc il arrive en prêt de Botafogo à l'initiative U22, il est déjà avec l'équipe, donc apparemment prêt à jouer. Et je vous le disais, donc je tiens à le rappeler, Joseph Pinsil qui va manquer 6 à 8 semaines en raison d'une blessure au quadriceps, gros coup dur en plus de tous les départs et les blessés. J'arrive à Orlando qui a enfin officialisé l'arrivée du milieu de terrain de Palmeiras, Edward Atuesta, pour la saison 2025 avec une option pour 2026. C'est vraiment une équipe que je vais regarder cette saison. Orlando, j'aime beaucoup, donc j'en parlerai demain avec Nico, voir s'il est d'accord avec moi. Mais je pense que cette équipe va être très intéressante. Ils ont bien recruté, ils sont plutôt armés à tous les postes. Mais par contre, il y a des rumeurs comme quoi Nicolo Odero devrait partir du côté du Paraguay à Libertad. Voilà. Apparemment, ce serait bouclé et il y aura un accord pour un contrat de 1 an. Donc, voilà, dommage quand même de perdre Nicolo Odero et son sacré pied. Mais bon, écoutez, c'est un joueur qui arrive plutôt sur la fin de sa carrière et je pense qu'il a envie peut-être d'une nouvelle aventure et de quitter la MLS. On a un autre transfert en cash qui a été officialisé, c'est du côté des Rapids de Colorado qui ont signé, comme je vous en parlais la semaine dernière, Cudi Pietro, donc de DC United, 1,125 millions de dollars à l'initiative 22. Donc le joueur, il va récupérer un petit peu plus de 100 000 dollars, donc les 10%. Colorado fait une belle affaire sur ce joueur, mais c'est quand même un gros transfert, hein, parce que Cody Pietro, bon, c'est un bon joueur, prometteur, mais on est quasiment sur le niveau de McGlynn sur le transfert. McGlynn, pour moi, un petit peu plus prouvé que lui, mais je pense que Colorado est en train de construire une équipe jeune très sympa à regarder cette saison. J'arrive à Columbus, donc comme on le sait, hein, ils ont perdu Cucho Hernandez. Et il y a eu l'officialisation également de Christian Ramirez, mais ça on le savait du côté des Galaxy. Et Fabian Rankel, donc qui est un suiveur de la MLS, il a expliqué cette semaine que le Slavia Prague serait intéressé par le piston gauche. Donc il peut jouer piston gauche, mais il peut jouer attaquant, il peut jouer à peu près tous les postes à gauche, sauf latéral gauche. C'est Max Arfsten, le jeune joueur de Columbus. Donc il y a pas mal d'intérêt en Europe, on le sait depuis quelques temps sur lui. Mais apparemment, le Slavia Prague s'intéresse fortement à lui.
Et aujourd'hui, la question clairement du côté de Columbus, c'est qui sera leur futur numéro 9. J'ai eu un débat intéressant hier avec un tweetos, hein, clairement, qui m'a indiqué: «Mais comment tu le sens là?» Pour remettre dans le contexte, il me parlait, il me disait que c'était un petit peu comme, Atlanta l'année dernière. «Est-ce que tu ne penses pas qu'ils vont faire le ménage?» Je pense pas que la situation actuelle de Columbus corresponde à celle d'Atlanta ces dernières saisons. Atlanta était clairement dans une période où même s'ils avaient Thiago Almada, Giacomakis, ils étaient en échec total, en perdition totale, avec un coach qui était pour moi bidon, Gonzalo Pineda, qui n'y arrivait pas du tout. C'était un accompagnateur, voilà, bon, je vais pas m'éparpiller sur Pineda, j'aimais pas du tout ce coach. Mais je pense que voilà, Atlanta s'est perdu après sa MLS Cup, ils se sont vus beaux, ils ont gagné trop vite, Atlanta, voilà, il faut le dire. Donc, Atlanta, pour moi, était dans un cycle un peu bourbier, il y avait également Bocanegra, le directeur général, qui posait vraiment des problèmes, qui était pas compétent non plus, donc lui plus Pineda, je pense que c'était mal managé. Gars Lagerwey, quand il est arrivé, on se connaît le CV. Il a fait le ménage, il a récupéré des pépettes, il a réinvesti 50 millions. En gros, il a réinvesti ce qu'il avait vendu. Et aujourd'hui, pour moi, Atlanta, c'était vraiment une reconstruction. Columbus, c'est très différent. C'est une équipe qui gagne. Ça fait 2 ans que c'est une équipe qui a gagné la Leagues Cup et la MLS Cup en 2 ans. Donc c'est une équipe qui est sur une dynamique positive, qui gagne. Différent de ce qu'Atlanta a connu ces précédentes saisons où ils étaient en échec total. Je pense pour moi, et Nancy l'a dit, qu'ils allaient recruter avant le début de saison. Bon, il reste une semaine. Je pense qu'ils ont été pris au dépourvu du départ de Cucho, qui est parti le jour de la fin du mercato européen. Cucho, il était en négociation, comme le directeur général l'a dit, pour prolonger. Ils n'étaient pas pressés, pour eux, il allait rester. Il y a eu cette grosse offre pour le joueur, mais également pour le club, qui n'était pas refusable. Et il est parti. Alors, ils ont ils ont Russell Rowe en attaque pour le moment. Je pense qu'ils vont démarrer avec lui, puisqu'il y a également Diego Rossi. Le mercato, quand même, MLS ferme le 23 avril, donc ça leur laisse 2 mois pour trouver un neuf. Et si jamais ils ne trouvent pas de neuf, je pense qu'ils ajusteront cet été sur la période estivale où on sait qu'en Europe, c'est beaucoup plus facile pour les joueurs de bouger. Donc je ne suis pas inquiet pour Columbus. On regarde à tous les postes, ils ont vraiment du lourd. Je pense que voilà, le 9, ça va être un préjudice totalement parce que Cucho s'est impliqué sur 30 buts par saison, mais éventuellement d'autres joueurs vont se révéler et je fais confiance à Nancy et à Columbus pour clairement venir à renforcer ce poste de numéro 9 puisqu'ils ont plus Ramirez, ils ont plus Cucho, de toute façon ils ont récupéré 16 millions, ils vont réinvestir, je pense. Je tenais à le dire, pour moi c'est deux situations différentes. Atlanta était en situation d'échec et Columbus est en situation de domination en MLS dans sa conférence, donc ils ont aucun intérêt à se dire: «Eh ben, on vend tout le monde et on reconstruit». J'arrive à LAFC. LAFC, donc on a eu l'officialisation de Mario Gonzalez, leur attaquant qui était déjà prêté la saison dernière, qui a été prêté à Lech Poznan en Pologne. On a également l'info comme quoi Christian Oliveira, le feuilleton est enfin bouclé, donc il devrait signer à Grêmio pour un petit peu plus de 5 millions de dollars, donc un beau transfert, hein, au LAFC qui va récupérer un peu d'argent. Et justement, je trouve ça cool puisque ça va permettre de libérer Nathan Ordaz et David Martinez, les deux jeunes joueurs qu'il va falloir suivre là-bas sur le poste d'ailier droit, et ça va être intéressant à suivre. J'arrive à Toronto, le feuilleton, comme d'habitude, insigné. Et là, enfin, Toronto a décidé de ne plus se laisser faire. Robin Fraser, le coach, a dit qu'il n'entrait pas dans ses plans. Le club veut racheter son contrat, mais par contre, le problème, c'est qu'Insigne touche 15,4 millions de dollars à l'année. C'est énormément d'argent et que lui, s'il n'a pas envie de résilier, ça peut pas être fait de façon unilatérale. Donc, ils ont dit, clairement, le directeur général de Toronto a dit: «Bah, c'est pas grave, il ira cirer le banc toute la saison». Je trouve ça bien. Bon, après, ça leur bloque un spot DP et un très gros salaire, donc je trouve ça un peu dommage. Mais bon, on sait que c'est, excusez-moi, une tête de con, Insigne. C'est un des pires DP de l'histoire, je pense, de la MLS. En tout cas, ça va profiter à un joueur qu'il faudra suivre, c'est Théodore Corbinou, qui est en prêt de Grenade, qui semble tenir la corde pour jouer au poste qu'Insigne devait occuper. On rappelle que Toronto, ils sont en négociation pour recruter un attaquant, un milieu, un défenseur central, comme l'a dit Jason Hernandez, leur directeur général. Ils ont fait les offres et en gros, c'est des joueurs de niveau joueurs désignés ou TAM, hein, qui vont signer. Et on nous dit qu'ils ont essayé de négocier avec Shomo Rudolph, mais que c'est tombé à l'eau, voilà, donc il reste à la Roma. On arrive du côté d'Atlanta. Alors j'ai envie de vous dire, tous les feux sont au vert. Brooks Lennon est de retour à l'entraînement, plutôt que prévu, hein, apparemment. Almiron et Emmanuel Latlas ont reçu leur visa. À noter qu'Almiron a été buteur sur penalty au dernier match de préparation, donc intéressant. Donc je pense qu'Almiron prendra les penalties cette année. Peut-être Emmanuel Latlas, mais j'ai du mal à voir Almiron laisser les penalties.
On notera également Emmanuel Latlas qui était arrivé plutôt en blessé légèrement et Ronny Delia, donc le coach, a dit qu'il espérait qu'il puisse jouer demain, donc samedi 15 février, le dernier match de pré-saison d'Atlanta pour qu'ensuite il puisse attaquer le début de saison en tant que titulaire. Donc Atlanta qui poursuit donc sa pré-saison de qualité en intégrant tous ces nouveaux et qui va arriver armé face à Montréal pour le premier match au Ben Stadium la semaine prochaine. On arrive à NYCFC. Botafogo et John Textor, ils veulent absolument recruter Santi Rodriguez, leur maestro. Seb écrivain foot qui nous indique qu'ils ont fait une offre de 17 millions de dollars Botafogo avec un contrat de 4 ans pour tenter de recruter Santi Rodriguez. Il y aurait déjà tous les détails bouclés entre les clubs, enfin, ce sera en cours de finalisation et il y aurait un accord de 4 ans avec le joueur. Donc franchement, Botafogo qui va mettre 17 millions sur Santiago Rodriguez, peut-être pas une passerelle pour ensuite arriver en Europe et pourquoi pas à l'OL, on le sait, comme Thiago Almada. Et écoutez, j'ai hâte de voir, mais clairement c'est une offre qui ne peut pas se refuser par New York, hein, même si on est sur le City Group qui a de l'argent, 17 millions qui rentrent sur Santi Rodriguez, vous acceptez, hein, je pense tout le monde accepte. Hein. Et on nous a indiqué, donc New York était également intéressé par Nampalys Mendy qui joue au RC Lens. Alors l'international sénégalais de 32 ans sera en manque de temps de jeu et il pourrait rebondir du coup aux États-Unis cet hiver, donc à suivre. À suivre également l'état de santé de Luis Suarez du côté de Miami. La semaine dernière, je sais pas si vous avez vu, j'ai reposté une vidéo, j'en rigole mais c'est pas drôle, c'est un peu malheureux, de Luis Suarez qui a quand même été double buteur, il faut le dire, sur leur match de pré-saison contre Olimpa. Mais vous regardez la vidéo du sprint où il lançait en profondeur, franchement, j'ai l'impression qu'il a 10 kilos de trop, les genoux, hein, à tout moment tu te dis ils vont lâcher. Donc les doutes que les gens émettaient d'après ce qu'ils avaient vu sur la pré-saison, j'ai regardé un peu le match et je les confirme, j'ai beaucoup de doutes sur l'état physique des genoux de Luis Suarez. Donc à suivre cette saison, je ne serais pas surpris si Tadeo Allende venait à jouer plus que prévu en neuf et que Suarez ait des gros coups de mou physiques cette saison. Mais au-delà de ça, à Miami, on nous dit qu'ils veulent acheter Matteo Silvetti qui joue au Newell's All Boys. Donc il y aura une offre verbale de 5 millions de dollars quand même, avec 3 millions de bonus et 20% sur une future revente, donc assez fou quoi. Bon, les négociations seraient en cours, mais ce ne serait pas pour cette fenêtre de mercato, donc peut-être cet été. J'arrive à Philadelphie qui va enregistrer le plus gros transfert entrant de son histoire. Donc c'est l'attaquant de Nacional en Uruguay qui est Bruno Damiani qui va arriver pour 3 millions de dollars. C'est un attaquant, donc je ne connais pas, donc je demande à découvrir. En tout cas de ce qu'on m'en a dit, c'est plutôt bien et plutôt sympa, mais un peu surpayé d'après les échos que j'ai vus. Bradley Carnell a également dit que Nathan Ariel et Olivier Mbaizo, qui étaient tous les deux un peu bancal sur le plan physique, devraient être aptes pour le premier match de la saison régulière. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Philadelphie qui s'est un peu fait éclater dans tous les sens quand même sur cette pré-saison. J'ai un peu peur pour eux cette saison. Hein. Comme je vous le disais la semaine dernière, je ne peux pas me dire qu'ils vont flop, mais ils ont déjà loupé les playoffs l'année dernière et je pense qu'avec un nouveau coach, le temps de tout reconstruire et un roster assez léger, en termes de profondeur, je dis bien, je pense que ça peut être très compliqué pour eux. Minnesota a officialisé, donc je vous en parlais la semaine dernière, l'arrivée d'Owen Jenney, qui arrive jusqu'en 2027 avec une option pour 2028. On a également Vancouver qui a officialisé l'arrivée d'Emmanuel Sabi du Havre, donc jusqu'en 2027 et également pour une option club pour 2028. Donc vous voyez, à chaque fois je vous dis, il y a des options. La MLS, c'est un système où c'est plutôt pas mal et je pense que ça devrait être un peu plus globalisé dans le monde du foot de mettre des options club. Si le joueur donne pas satisfaction, tu la valides pas, il se retrouve libre. Je trouve que c'est plutôt pas mal et ça force les joueurs à se donner. Et on a appris également dans la nuit qu'ils allaient signer l'attaquant Daniel Rios qui était à Atlanta la saison passée. Atlanta donc justement qui avait pas validé son option, mais il était en vol pour arriver à Vancouver et il devrait s'engager. Donc aujourd'hui, on devrait avoir l'officialisation. Charlotte, donc je vous parlais la semaine dernière d'Aguiemang, comme quoi il voulait pas le laisser partir, mais lui il s'est confié et il ferme pas la porte du tout à un départ en Europe en disant que de toute façon c'est le rêve de tous les jeunes joueurs de jouer en Europe. C'est assez bref sur Charlotte, qui a une équipe qui est vraiment très compétitive, on l'abordera demain, moi je le mets dans mes vrais outsiders qui peuvent se positionner plus on va dire dans cette conférence Est qui est très très dense. DC United toujours à l'Est donc qui a enregistré l'arrivée de Brandon Servagna en tant que joueur libre. Il arrive libre, il était à Toronto, donc c'est un joueur de 25 ans que pas mal connaissent. Il signe pour 2 ans avec une option pour 2027. On arrive à San José qui s'est fait torpiller par Chicago.
Alors, j'ai un peu abusé sur les réseaux en disant que Chicago, leur avait mis, 5-0 à la mi-temps alors que c'était l'équipe type. J'ai regardé, c'était pas vraiment l'équipe type, c'était un peu mixé sur le plan défensif. Je pense que Chicago, ça va être très solide et San José, ça va être très fébrile en défense. Voilà, 5-0 et apparemment, il y a pas photo quoi sur la première mi-temps. San José, on va noter qu'ils ont prolongé leur gardien, donc Daniel, qui s'était gravement blessé l'année dernière, jusqu'en 2026 et ils ont 2 années d'option jusqu'en 2028 du coup. Et Hernan Lopez, donc qui était de retour à l'entraînement, vous savez qu'il est lié à un éventuel transfert du côté de Vélez ou Estudiantes. Apparemment, il est revenu à l'entraînement, mais ce serait plus qu'une question de temps avant que Foster Gillett, d'ailleurs qui se fait recaler par pas mal de monde, c'est assez drôle hein, comme quoi, et il n'y aurait plus qu'à finaliser l'achat. Donc voilà, le joueur il est intéressé par un transfert et si jamais ça se fait, il n'hésitera pas à partir, mais s'il doit rester, il restera. Je note également du côté de Austin, une info assez importante, il y a une photo qui a circulé hier d'un des suiveurs d'Austin concernant Uzuni, donc le nouveau DP du club, qui serait encore en Albanie et qui n'a pas encore son visa. Donc pas sûr qu'il puisse participer à la première journée de la semaine prochaine. Si il vient avoir son visa, oui peut-être. Mais bon, à une semaine de la reprise, s'il arrive en cours de semaine, est-ce qu'il sera titulaire à suivre? J'arrive un peu à la fin de ces infos mercato. Alors en vrai, il y a eu quelques infos donc concernant Raúl Ruiz, la légende, clairement on peut le dire, de Seattle. Normalement, il devrait signer au Pérou chez Sportsboy, voilà, un contrat d'1 ou 2 ans de ce qu'on nous dit. On a également l'ancien joueur des Colorado Rapids, Jonathan Lewis, qui s'est engagé pendant 1 an avec Barnsley en Championship. Et Juan Sforza, donc un milieu de terrain argentin, nous a dit qu'apparemment, il serait proche d'une arrivée en MLS. Et maintenant, je voulais vous parler un petit peu de mon ressenti sur la saison. Je vais vous parler un petit peu, moi, des 2 conférences, voilà, sur la fin de cet épisode, et faire un petit point sur... je vous les présenterai vraiment en détail demain avec Nico, mais je voulais vous donner un peu mon ressenti sur qui sera en playoff, qui va dominer pour moi chaque conférence. Donc voilà, ça, allez, tout de suite, je vous donne mon avis sur les 2 conférences et ce qui va se passer cette saison. La conférence Est, elle m'a donné mal au crâne hier quand j'ai dû réfléchir un peu à mon classement. Franchement, je reste persuadé que depuis quelques saisons, de toute façon, les meilleurs joueurs et les meilleurs rosters sont à l'Est, même si l'année dernière, c'est les Galaxy qui a remporté la MLS Cup. Pour moi, cette saison, le top 3, c'est Miami, Atlanta, Cincinnati. Columbus, je peux les passer devant Cincinnati, mais j'attends de voir qui vont signer en neuf. Pour moi, c'est une énorme perte. Coup de chaud, c'est 30 buts quand même que vous perdez sur un joueur. Hein. C'est un peu comme quand le PSG a perdu Mbappé. Tu te dis, bon, bah, qui va compenser ces 40 buts par saison pour coup de chaud, quoi. Ensuite, en outsider, je vois bien Charlotte, Orlando et Chicago se mêler à la bataille. Donc, vous voyez, déjà là, en vous disant Miami, Atlanta, Cincinnati, Columbus, Red Bull New York, qui sera là, c'est sûr. Charlotte, Orlando, Chicago. Je suis déjà à la 8e place, donc les qualifiés d'office pour les playoffs. Et après, moi, j'ajouterais vraiment, alors c'est vraiment un outsider, mais que je sens bien, c'est DC. Je les vois bien accrocher un barrage. Et ensuite, vous voyez, je déroule donc 10e, je vois Philadelphie, après New England, Nashville, Montréal avant-dernier, et Toronto, je les vois au fond de la conférence. Franchement, quand je regarde mes 8 premiers et que je vois des équipes comme Miami, Atlanta, Cincinnati, Columbus, Red Bull New York, Charlotte, Orlando, Chicago, je pense que je suis plutôt cohérent sur les rosters, les pré-saisons. Je vois pas qui, parmi ceux que je n'ai pas mis en playoff directement, peuvent leur passer devant, à moins peut-être Philadelphie. On n'oubliera pas que Montréal, et ça je tiens à vous le préciser, va jouer les 7 premiers matchs à l'extérieur. Hein, donc vous faites pas avoir. Montréal, des fois, vous vous dites, ah bah, au bout de 7 matchs, ils ont que 9 points. Bah, ça veut dire qu'ils ont pris 9 points à l'extérieur et c'est plutôt bien. Et Montréal, après, ils enchaînent à domicile. Donc ça peut être un peu tronqué. Mais pour moi, je vous donne mon avis sur la conférence Est. Je vois encore Miami devant parce que tout simplement, ils ont Messi et que Messi, bah, c'est un cheat code. Donc, Atlanta avec l'armada qu'ils ont et Cincinnati, pareil, ça va être très très solide. Columbus, je les vois très solides, mais bon, faudra voir le 9 qu'ils vont recruter. Les Red Bull New York, l'entente Forsberg, Choupo-Moting, Lewis Morgan me hype énormément. Charlotte, je les trouve très très complets partout. Orlando, ils sont toujours présents. Ils ont un gros roster également. Chicago, attention, c'est la belle surprise. Ça a bien reconstruit avec Greg Berhalter. Et DC United, moi, c'est mon petit outsider que je vois jouer le playoff pour se qualifier en MLS Cup. Donc voilà, du côté de la conférence Est, un peu mon ressenti. La conférence Ouest, alors là, c'est un casse-tête
pire que la conférence Est. Elle est très très dure parce qu'en fait je trouve qu'il y a une énorme différence de niveau entre les grosses équipes et les équipes que je juge moi de fin de classement. Et il y a toujours des surprises à l'Ouest, c'est compliqué. En tout cas moi dans le top 6 on va dire, c'est ce qui se dégage. Après c'est très compliqué. Pour moi il y a Seattle en premier, je les vois vraiment forts cette année. LAFC, LA Galaxy, Dallas, Saint-Louis, Austin. Pour moi ces 6 là c'est playoff. Mais derrière Minnesota, San Jose, Vancouver, Portland, Colorado Rapids, Houston, Salt Lake, ça peut se taper pour les places qui restent en playoff. Par contre, SKC et San Diego, je les vois vraiment à la ramasse. Donc ouais, non, cette conférence ouest est très compliquée. LAFC, Seattle, ils seront au rendez-vous pour moi, c'est une certitude. S'ils n'y sont pas, c'est très grave, c'est un scandale. Et les Galaxies, bon, je pense qu'ils vont quand même réussir à se mettre dans les playoffs. Dallas avec Lucho, Musa, je pense que ça va être solide. Ils se sont renforcés défensivement. Saint-Louis, l'équipe est plutôt stable. Austin, c'est un gros recrutement, donc des grosses ambitions. Minnesota, je les vois bien être là et se présenter comme un trouble fête. San Jose, bon, c'est l'interrogation. San Jose, on va voir si leur attaque leur permet de marquer 3 buts par match, parce que je pense qu'ils vont en encaisser pas mal, comme d'habitude. Et après, Vancouver, Colorado, Houston, Portland, Salt Lake, c'est trop trop dur. Franchement, l'Ouest, j'ai hâte d'écouter Nico, voir ce qu'il va avoir à dire demain. Mais pour moi, voilà. Clairement, à l'Est, je vois des équipes très dominantes, mais un peu trop, et c'est dur de se dire laquelle je sors. Et à l'Ouest, c'est un peu l'inverse, c'est que je vois des équipes où j'ai des certitudes, et après tout est ouvert. Donc un peu mon ressenti sur cette saison. Parler des MLS Cup pour moi aujourd'hui c'est trop tôt, mais je pense qu'on aura une belle bagarre à l'Est cette saison. On a des grosses équipes, des gros rosters qui sont complets, et je pense que voilà, on est maintenant donc, comme je vous le disais, à 8 jours de la reprise de la MLS. J'espère que votre hype est comme la mienne et que vous avez vraiment hâte d'y être. En tout cas, écoutez, c'est un plaisir de partager avec vous chaque semaine. Un grand merci d'écouter. Si ça vous plaît, comme je vous le dis souvent, merci de noter le podcast et de le commenter, ça permet d'avoir un meilleur référencement. C'est également un énorme plaisir puisque je vois que le podcast est de plus en plus écouté. On arrive facilement aux 300 écoutes par épisode et c'est complètement fou. Grand merci à vous. Je vous dis à très vite puisque demain j'enregistre avec Nicole sur les 2 conférences. On va passer un bon moment et j'espère que ça va vous permettre d'aborder cette saison avec beaucoup d'informations et de vous guider sur toute la période de phase régulière. En tout cas, je voulais vous faire ce petit épisode aujourd'hui un petit peu plus court, mais parce qu'il y avait une belle activité sur le mercato et quelques infos intéressantes à vous partager. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'MLS Time. Allez, à bientôt. We do it for fun. We just do it for fun.